Avec nous pour le match des idées ce soir, Éric Heyer, bienvenue. Vous êtes docteur en économie, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, enseignant à Sciences Po Paris, membre du Haut Conseil des finances publiques et votre livre vient d'être réédité. Il est intitulé Une bonne voie est possible. Notre voie. Oui, j'ai écrit une bonne, mais en le lisant, je me suis dit qu'il y avait un problème. Une autre voie est possible vers un nouveau modèle social écologique. Erwan Tison, bienvenue à vous. Vous êtes économiste, directeur des études à l'Institut Sapiens. Vous publiez avec Guillaume Tatwex Un robot dans ma voiture, prendre le virage de la voiture autonome. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être ici. Avec ce budget, Éric Heyer, on a l'impression qu'on a oublié tous les principes de rigueur dont on nous rebattait les oreilles ces 10 dernières années, voire plus. On va vers un déficit record, les vannes sont ouvertes. Est-ce que c'est tant mieux ? Alors, chaque fois qu'il y a une crise économique, de toute manière, les 3% n'existent plus. Il y a, y compris dans le traité budgétaire européen, il y a la clause pour circonstances exceptionnelles. On était dans une circonstance exceptionnelle, on est toujours, donc il est normal que les 3% n'existent plus. La question, c'est pas, vous voyez, comme en 2008, ça n'existait pas, c'est revenu en 2011. Le débat, et on a dû faire de l'austérité à ce moment-là. Donc la question, c'est pas finalement 2020, c'est 2021-2022. Est-ce qu'on va revenir sur une sorte d'orthodoxie et se dire il va falloir revenir assez vite ça n'a pas l'air d'être le cas avec ce budget de 2021. Alors, non, pas du tout. Mais vous voyez, 2021, on peut considérer qu'on est en 2009 à l'époque. Et donc, il n'y avait pas non plus ces questionnements à ce moment-là. Donc, il va pas falloir avoir la mémoire courte et se souvenir que 2011 avait été une catastrophe. On a sombré tous en Europe dans de l'austérité et donc dans une récession en Italie, en Espagne, une stagnation en France. Et donc, attention, ce sera plutôt pour 2022-2023. Attention à ces vieux démons de dire il va falloir revenir très vite à 3% de déficit, 60% de dette. Encore une fois, je ne dis pas que c'est pas grave, la dette publique ou le déficit, mais il faut apprendre de nos erreurs. Et si on devait revenir à ces 3%, il va falloir le faire lentement, en synchronisant les conjonctures dans tous les pays européens et pas le faire à la va-vite comme on l'a fait en 2011. Vous avez tiré les mêmes enseignements, Erwan Tison, de 2011, c'est-à-dire en fait c'est la rigueur qui nous a tous plombés et il ne faut surtout pas reproduire cela. Alors, donc argent magique. La rigueur, on mettra un petit bémol sur la définition de l'austérité. Enfin, en France, il n'y a pas eu le même degré d'austérité qu'il y a pu avoir dans d'autres pays, mais c'est clair que là c'est un budget canadaire. Le but c'est de sauver l'outil productif. Donc quelque part les agrégats, on est dans des telles sommes qu'en fait c'est plus ça le principal. Le principal c'est vraiment de sauver notre économie pour faire en sorte qu'elle soit défibrillée jusqu'au bout. Après effectivement, parler de reprise des jours d'aujourd'hui, je trouve ça presque présomptueux parce que le problème c'est qu'aujourd'hui on a un risque sanitaire. L'économie on peut l'anticiper parce qu'elle est plus ou moins cyclique. Le sanitaire malheureusement on se rend compte que c'est pas dit que le budget 2021 soit pas pire que celui d'aujourd'hui. C'est plein d'incertitudes, il va être rectifié 10 fois. De toute façon, c'est le Haut Conseil des finances publiques qu'Éric connaît très bien avait mis quasiment toutes les phrases le mot incertitude. On est dans un environnement incertain et je vous fais le pari que ce budget-là sera pas le budget exécuté en 2021. En 2021, on aura plein de budgets rectificatifs parce que ça va évoluer au fur et à mesure de la situation sanitaire. Mais par contre, effectivement, se poser peut-être la question de se dire pas qu'est-ce qu'on va faire en 2022-2023, mais comment est-ce qu'on va faire en sorte de ne pas gâcher cette crise, entre guillemets, c'est-à-dire potentiellement, on reparle un petit peu de la loi de transformation de l'État ces derniers temps, de se dire, toutes les entreprises sont en train justement de s'adapter à la nouvelle norme sanitaire, sont en train d'évoluer, faire évoluer leur process. Peut-être que c'est aussi le moment pour l'État de se transformer un petit peu, de profiter de cette crise pour justement changer ses process. De prendre un virage, c'est une période charnière, vous voulez dire, il faut de se transformer, de se numériser, de réfléchir on voit très bien qu'il y a des carences énormes dans le secteur sanitaire, de peut-être une autre allocation des ressources, d'endroits qui sont plus forcément utiles vers justement ces endroits indispensables et du coup de se poser ces vraies missions et surtout l'outil dans ces missions-là, notamment l'outil numérique. Pour en revenir à ce budget 2021, on avait tout à l'heure sur ce plateau Jean-François Husson qui est vice-président de la commission des finances ici au Sénat et il trouvait ça presque prématuré de présenter un projet de loi de finances pour 2021 à cause de ces incertitudes, que finalement il allait être rectifié tellement de fois que c'était peut-être pas le bon moment pour le présenter. Si, il faut quand même le présenter. Enfin, de toute manière, et si on attend d'être complètement certain, alors on ne présente pas de budget. Non, il y a quand même, il y a des nouvelles dépenses, donc il va falloir qu'elles soient votées. Et donc, il est normal qu'on présente des budgets. Ensuite, effectivement, en 2020, il y a eu 3 budgets rectificatifs. Il y en aura peut-être 3, 4. Ce n'est pas grave. Systématiquement, dès qu'on sent qu'on s'est trompé à la fois sur les perspectives de croissance, ou alors qu'il faut un peu plus de relance, il faut voter des nouveaux budgets. Ça, c'est pas très grave, moi, me semble-t-il. Au contraire, il faut être très réactif. Et là, aujourd'hui, on peut considérer, effectivement, c'est ce que dit le Haut Conseil,
que globalement, la prévision de croissance pour l'année 2020 est relativement plausible. Vous voyez, moins 10. Moins 10, c'est quand même assez intéressant d'analyser parce qu'effectivement, c'est vertigineux. C'est vertigineux. Ah ouais, mais vous voyez, aujourd'hui, tout le monde est plutôt sur moins 8. Mais ce que ça veut dire, moins 10, c'est-à-dire que globalement, à la fin de l'année 2020, on sera à moins 8% par rapport à la fin de l'année 2019. Je ne sais pas si on se rend bien compte de cela. C'est-à-dire qu'on est tombé à moins 32, mais ça, on l'avait bien vu pendant le confinement. D'accord. Puis on est remonté à moins 5, nous dit l'INSEE, et d'après le gouvernement, on va baisser en fin d'année. Donc ça veut dire que les mesures qui sont en train d'être prises, sans doute, vont avoir des impacts. Il y en aura d'autres. Et d'après le gouvernement, dans son budget... Qu'elles sont en train de marcher. Alors elles sont en train de marcher, mais elles vont casser la croissance économique et la reprise. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que le gouvernement lui-même, dans sa prévision, indique que la reprise qu'on est en train de voir est terminée pour cette année 2020 et qu'on va retomber en fin d'année 2020 et qu'il faut attendre 2021 pour de nouveau recommencer à croître. Donc attention, donc ça veut dire que sans doute il y aura des faillites d'entreprises, sans doute il y aura des destructions d'emplois. On les voit déjà. On les voit déjà, mais pour l'instant c'est relativement contenu. Et oui, moi ce qui me fait assez froid dans le dos quand je lis ce budget-là, c'est cette idée que malgré des dépenses en termes d'impulsion budgétaire donc qui sont extraordinaires, 100 milliards dans le plan de soutien, 100 milliards dans un plan de relance, le gouvernement acte qu'il va falloir attendre à peu près 2022 pour retrouver le niveau de 2019. Donc ça veut dire qu'on aura perdu à peu près 3 ans de croissance. Ouais. Quand on perd 3 ans de croissance, on perd à peu près 3,5 points de PIB. On perd à peu près 3 points de chômage. C'est-à-dire que le chômage va augmenter de 3 points. Et donc on acte, malgré tous ces efforts, le chômage va être entre 10 et 11%. Une forme de fatalisme. C'est-à-dire que la crise sociale est là, malgré tous ces efforts-là, vous voyez, pour 8 semaines de confinement. Vous voyez, c'est parti d'une crise sanitaire de 8 semaines de confinement. Donc, vous voyez, il faut bien réfléchir à ça. C'est-à-dire que systématiquement, quand on confine l'économie, vous voyez, on garde trace pendant... Voilà, vous voyez, c'est 3-4 ans. Mais plus que 3-4 ans, parce que dans 3 ans, encore une fois, on sera revenu au niveau de production, mais ça veut dire qu'il y a 3 points de chômage en plus. Donc il va falloir attendre 5-6 ans. Donc attention quand on confine l'économie. La stratégie de cet exécutif est assez claire. Il a décidé de privilégier l'offre. Du coup, j'ai eu envie de m'intéresser à cette politique de l'offre. Elle remonte au 19e siècle avec l'économie. Ça va peut-être vous rappeler des cours d'ailleurs. Jean-Baptiste Say, qui dans Traité d'économie politique a posé le principe selon lequel, je cite, l'offre crée sa propre demande. C'est la production qui ouvre des débouchés aux produits. Ça vous fait sourire, mais je pense que la plupart des Français ne le savent pas. Théorie qui a été complètement démontée très récemment par le Nobel d'économie Joseph Stiglitz, qui dans Peuple, pouvoir et profit et dans des interviews nous dit, sur cette politique de l'offre, l'inefficacité de ces politiques est parfaitement documentée depuis 40 ans. Cela apporte un peu de carburant à court terme pour l'économie, mais avec un coût très lourd à long terme. Erwan Tison, ça fait peur quand on sait que c'est la stratégie de notre gouvernement. Stiglitz, je pense pas qu'il parle spécifiquement de la France. Non, il parlait pour le coup des États-Unis, voilà, mais enfin, il généralise. Mais dans une politique, il faut savoir que quand on regarde, alors effectivement, on oppose toujours offre et demande, il faut savoir que les deux déjà sont potentiellement très imbriqués, mais surtout ce qu'il faut voir, c'est que déjà le gouvernement a fait une politique de la demande qui est quand même assez impressionnante parce qu'il y a eu tout le soutien lié au chômage partiel, etc., toutes ces mesures-là. Sur le moment. Et mais sur 2021. Ce qui font que le pouvoir d'achat l'année prochaine ne va diminuer que de 0,5%. Cette année va diminuer de 0,5% et va augmenter d'1,5% l'année prochaine. Donc quand on voit les grands agrégats, notamment liés à la chute du PIB, c'est quand même assez vertigineux de se dire qu'on a des amortisseurs sociaux qui là ont fonctionné à bloc et qui du coup sont vraiment très efficaces. Pourquoi est-ce qu'on mise tout sur la politique, on mise beaucoup sur la politique de l'offre dans ce plan de relance-là? C'est parce qu'on a fait le diagnostic qui a été accentué pendant le confinement, qu'en fait on avait un grand problème industriel, notamment de dépendance, premièrement par rapport aux chaînes de valeur internationales, notamment asiatiques, et deuxièmement on s'est rendu compte qu'en fait on ne produisait plus grand-chose en France. Un indicateur qu'on utilise beaucoup en économie politique, en économie, c'est on va dire la balance commerciale, c'est-à-dire combien est-ce que j'importe par rapport à combien est-ce que j'exporte. On remarque qu'en fait elle est déficitaire structurellement depuis 1974. Pourquoi? Parce qu'en fait on a une dépendance relative extérieure. Pourquoi? Parce qu'on a fait un choix sur les services et pas sur les biens manufacturés. Ça, c'est un autre débat. Mais donc, du coup, le choix est de se dire, on va essayer, c'est dans une stratégie globale du gouvernement de dire, on va essayer justement de faire revenir certaines chaînes de production en France pour ne plus être dépendant par rapport justement au reste du monde et du coup, d'essayer de produire chez nous. Donc, du coup, on va baisser ces fameux impôts de production de 10 milliards et essayer du coup d'impulser certaines choses auprès des entreprises. Mais si je peux me permettre, une dernière chose, il y a dans ce PLF aussi, il y a quelque chose qui est assez important, je trouve, c'est la sanctuarisation des dépenses préengagées, notamment liées
sur les ménages. Par exemple, la baisse de la taxe d'habitation, on aurait pu imaginer que dans un contexte où effectivement... Ils reviennent en arrière. Moi, je trouve ça... Ils ne le font pas. Je ne veux pas discuter pas de hausse d'impôts. Je ne vais pas discuter du bien fondé de la baisse de la taxe d'habitation, mais je trouve que ça dit quelque chose quand même de la parole politique qui est assez, je pense, intéressant, c'est de se dire que malgré le contexte économique qui est désastreux, on ne revient pas en arrière sur des engagements qui ont été faits alors que ça aurait été facile d'être fait et ça serait passé presque inaperçu. Pour en revenir quand même à cette question de la politique de l'offre, elle fait débat. C'est faire un pari sur les entreprises et toujours ce ruissellement finalement. Alors il y a un peu cela, mais vous voyez, enfin, tout ce que vient de dire Erwan sur les impôts à la production, la balance courante qui est déficitaire, mais ça c'est de l'époque avant Covid, c'était des problématiques qu'on se posait avant Covid. C'est un peu ça le gros manque de ce projet de loi de finances, c'est que ça ne parle pas des difficultés depuis le Covid. C'est-à-dire qu'on nous parle, la baisse d'impôts à la production, c'était déjà dans les tuyaux. La baisse de la taxe d'habitation, c'était déjà dans les tuyaux. Donc on ne revient pas dessus, mais on ne peut pas dire, tiens, c'est en réponse à la nouvelle crise. Non, il est là le problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement des ménages qui ont eu un maintien relatif de leur pouvoir d'achat et donc une épargne forcée colossale. Donc effectivement, ça c'est les plans d'urgence. Et le problème, c'est est-ce qu'ils vont les consommer, c'est cette épargne forcée, et pourquoi les entreprises investiraient aujourd'hui? Vous voyez, si vous n'avez pas de demande sur le fameux est-ce que c'est l'offre qui crée sa demande ou la demande qui crée son offre? Là, je suis d'accord avec Erwan, tout ça est un peu imbriqué, mais aujourd'hui, l'investissement des entreprises, pourquoi ces dernières investiraient alors que globalement, elles n'ont aucun carnet de commandes? Donc, du coup, on voit bien que la problématique, là, n'est pas respectée. Et ensuite, pendant cette crise économique, il y a eu un énorme coût économique qui a été porté par les entreprises. Nous, on l'évalue à 50 milliards à l'OFCE. Et donc ça, c'est du très court terme. Et il n'y a rien qui est fait pour cela. Et donc le problème, c'est qu'on parle d'une offre, mais d'une offre qui est du très long terme, sur la transition écologique. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Et très hypothétique. Et très hypothétique. Et on ne parle pas de l'offre de court terme. C'est-à-dire, est-ce que les entreprises ne vont pas faire faillite demain? Comment on fait pour que les entreprises ne fassent pas faillite demain, pour qu'il n'y ait pas des destructions d'emplois et que les ménages ne fassent pas une épargne de précaution? Ben ça, c'est un gros manque. Vous voyez, sur les 100 milliards, il n'y a que 3 milliards qui est focalisé sur ce problème-là. 3 milliards sur 100 milliards, alors qu'il manque 50 milliards. Ça fait beaucoup de milliards, je suis désolé. Mais globalement, ce n'est pas à la hauteur de la situation. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous indique qu'il y aura sans doute des faillites qui vont être extrêmement importantes et qui vont arriver début mars, à peu près. Et là, il va bien falloir, me semble-t-il, que le gouvernement rectifie le tir, fasse un projet de loi de finances rectificatif pour dire qu'est-ce que l'on fait pour ces entreprises-là. Ce mardi était aussi présenté le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qu'on appelle le PLFSS en termes techniques. Un budget qui va là aussi porter les stigmates de cette crise Covid. Olivier Véran ne l'a pas caché, le déficit sera important. Écoutez. Depuis le début de la déferlante épidémique jusqu'à aujourd'hui, parce que, je le rappelle, nous ne sommes pas tirés d'affaire et nous sommes à nouveau en veillée d'armes, le choix du gouvernement a été d'accompagner les Français et de ne laisser personne sur le bord de la route. Les dispositifs qui ont été mis en place, sur le détail desquels je ne reviens pas, sont des dispositifs extrêmement coûteux, dont le but est d'éviter une déroute économique et une véritable catastrophe sociale. Il le fallait. Les pertes de recettes liées à la conjoncture et les dépenses liées à la protection des Français dans la crise ont conduit à un résultat de plus de 40 milliards d'euros de déficit pour l'année 2020. Et c'est un déficit qu'on assume là aussi, Erwan Tison? On n'avait pas le choix. De toute façon, il n'y a pas le choix de l'assumer. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la majorité du déficit de la Sécu est imputable clairement, encore une fois, aux 2 mois de confinement et non seulement des non-rentrées de cotisations sociales qu'il y a eu là-dessus. Donc encore une fois... petite parenthèse dans la parenthèse, mais c'est quand je vois des sondages où certains hommes politiques ou certains citoyens qui demandent un reconfinement partiel, ou quand on voit c'était plus de 50% des sondés qui demandaient je ne serais pas contre un reconfinement de 2 semaines, je trouve ça complètement ahurissant de se dire quand on voit justement l'impact juste de 8 semaines, alors quand dans une économie qui était pas non plus florissante, mais qui n'était pas non plus à terre, qu'est-ce que ce serait maintenant si on reconfinait? Donc effectivement, dans des agrégats qui sont absolument pharaoniques. Bon, après, ce trou de la sécurité sociale là, effectivement, on va l'avoir pendant plusieurs années. Il faut se dire que quelque part, on aurait été en excédent cette année, donc 2020, sans le Covid, on aurait fait une bonne année, mais c'est un peu comme le déficit public ou la dette publique. Je pense que c'est des agrégats qui, on peut en parler, mais il faut que ça reste anecdotique, parce que si on commence, et c'est un libéral qui dit ça, si on commence dès maintenant à agiter le spectre de la dette, à agiter le spectre
spectre du remboursement, on va casser quelque chose qui est essentiel à la reprise. Et comme l'a dit Eric, il y a cette ventilation des 100 milliards. C'est ça l'enjeu de la reprise. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte de sortir les 100 milliards des livrets A et des comptes courants. Et on va casser le mécanisme qui est la confiance. Parce qu'on va se dire tout de suite, si on commence à parler de remboursement, si on commence à parler, attention, ça va. Donc si je vous demande là ce soir qui paiera, c'est pas bien. Pour l'instant, qui paiera? Pour l'instant, la France a émis aujourd'hui des dettes, des obligations à maturité 11 ans, quand même, ce qui est quand même important, à moins 1%. Donc pour l'instant, grâce au parapluie monétaire, grâce à la Banque Centrale Européenne, on a la chance justement de pouvoir avoir les moyens justement de notre canadair budgétaire et social. Mais je comprends pas, ça veut dire quoi? Qui paiera? Quand? Pour l'instant, c'est pas la question. Pour l'instant, on a la chance. D'accord, mais quand elle va se poser. Non, mais la question de la dette, c'est un autre débat qu'il faudrait qu'on ouvre, qui est passionnant. Mais toutes les dettes ne se payeront pas. Les dettes qu'on est en train de contracter aujourd'hui ne se payeront pas. De toute façon, la Banque centrale européenne est en train. C'est des mécanismes d'écriture. C'est quoi? C'est de la planche à billets? La Banque centrale a imprimé 1300 milliards depuis le début de la crise Covid pour justement amortir le choc dans la zone euro. Mais pourquoi c'est si difficile de le dire? On a l'impression que c'est politiquement incorrect. Non, mais parce que si vous savez, aujourd'hui, la Banque centrale garde dans son bilan de manière presque perpétuelle certaines dettes. Déjà, c'est un sujet assez technique. Elle le garde, donc potentiellement ces dettes-là vu qu'elles sont sur le bilan de la Banque centrale, elles ne sont pas amenées à être remboursées. Une partie reste dans le bilan des États, mais de toute façon, le gros problème, c'est que si jamais demain la Banque centrale dit on ne remboursera pas ces dettes-là, c'est la chute de l'euro, c'est une crise de l'euro, et les États sont tellement endettés qu'il suffit que Christine Lagarde tousse aujourd'hui pour que les marchés justement s'affolent et que derrière on ait une chute systémique de toutes nos économies européennes. Donc ne disons surtout pas qu'on ne remboursera pas cette dette, mais on la remboursera. Disons que c'est pas le problème aujourd'hui. Voilà. Alors, deux petits bémols. Donc d'abord, le premier, il ne faut surtout pas qu'on augmente les impôts. On l'a dit, alors, contrairement à ce qu'a dit Erwan, quand on n'a pas fait d'austérité entre 2011 et 2014, on en a fait une austérité fiscale. On a augmenté les impôts. Mais pas budgétaire. Oui, mais c'est l'austérité. Non, mais je suis d'accord avec toi. Dans un budget, on vote des dépenses et des recettes. On a voté des impôts en hausse de 75 milliards. C'est une énorme austérité. Il ne faudra surtout pas la faire. Deuxièmement, on rembourse ses dettes. Et surtout, l'État doit toujours rembourser ses dettes. Pourquoi on lève à des taux nuls, voire négatifs? C'est parce qu'on rembourse nos dettes. Et donc, quand aujourd'hui l'Agence France Trésor propose de la dette, à 11 ans, les personnes qui ont prêté de l'argent à l'État savent très bien que dans 11 ans, ils retrouveront exactement leur somme. Et il faut toujours assurer qu'on remboursera. Le problème, c'est que ça sera renouvelé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura remboursé la personne qui nous a prêté aujourd'hui, il y en a une autre qui va venir. Et on empruntera ailleurs. Et on rempruntera ailleurs. Donc peut-être qu'on restera avec nos 110% de dette publique. Potentiellement, c'est cela. Alors là, entre un nouveau mécanisme, c'est que la Banque centrale peut les racheter et les garder en son sein. Et donc c'est en cela où on dit on n'aura même pas à les rembourser. Mais globalement, si ça reste, vous voyez, la Banque centrale, c'est nous. C'est-à-dire quand la Banque centrale fait des défauts, au bout d'un moment, c'est l'État qui récupère ses défauts. Et si on paye des intérêts à la Banque centrale, elle fait des gains et elle les reverse à l'État. Donc attention, mais c'est un vase clos. Mais on remboursera toujours nos dettes et il faut l'assurer. C'est pour ça qu'on a des taux extrêmement faibles. C'est juste un petit point, c'est un mécanisme, effectivement, c'est un mécanisme plus complexe. Mais derrière, quand je dis qu'on ne remboursera pas, c'est que derrière, on retournera jamais à 0%, ce que voit malheureusement Et c'est pas souhaitable d'aller à 0% de dette. Non, c'est pas souhaitable. Il y a des niveaux c'est peu probable quand on a 60%. C'est pour ça que le citoyen, le contribuable, quand on dit on remboursera la dette, il s'attend à la voir fondre mécaniquement jusqu'à 60%. Effectivement, la dette est glissante, mais je pense pas qu'il faut du coup se donner d'objectifs de réduction de dette aujourd'hui. Je voudrais qu'on en vienne maintenant aux promesses faites aux restaurateurs, très en colère après la fermeture de leur établissement ou après la limitation de leurs horaires d'ouverture. Ils étaient reçus à Matignon ce matin pour tenter de trouver des solutions. Là aussi, l'exécutif a semble-t-il sorti le carnet de chèques. Chômage partiel avec indemnisation à 100% prolongée jusqu'au 31 décembre. Exonération de charges, fonds de solidarité porté à 10 000 euros. Avant de vous demander ce que vous en pensez, messieurs, on va accueillir dans ce match des idées. Romain Vidal, bienvenue. Vous êtes restaurateur à Paris, secrétaire général du GNI Paris-Île-de-France. GNI, c'est Groupement National des Indépendants, Hôtellerie et Restauration. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce match des idées. Est-ce que vous êtes satisfait et rassuré par ces annonces de l'exécutif ou pas du tout? Bonsoir tout le monde. Malheureusement, non, nous ne sommes pas du tout rassurés par rapport aux annonces et à la réunion de ce matin avec le Premier ministre, M. Castex, car on était là avec un bilan très lourd pour notre profession. L'hôtellerie et la restauration a énormément souffert par ces mois de fermeture. La relance économique n'a été absente pour nous, malheureusement. Beaucoup d'hôtels sont toujours fermés sur certaines régions comme Paris. Les chiffres d'affaires de la restauration ont très mal repris dans certaines régions, dans les grandes villes notamment. Peut-être peur au Covid, peut-être peur à cette ambiance et ce climat-là. Et malheureusement, on n'a pas été rassurés puisque le poids de la fermeture est toujours présent et
Oh, on vous a perdu. Quel dommage. Bon, on va tout faire pour vous retrouver parce que c'est... Ah, Pardon. allons-y. Excusez-moi. Non, mais je vous disais que donc malheureusement ce poids-là et de cette pression-là de devoir fermer nos établissements et ce risque, comme a subi Marseille, comme subissent nos bars à Paris, c'est quelque chose de très catastrophique pour nos métiers puisqu'on ne peut pas travailler. Romain Vidal, qu'est-ce que vous voudriez de plus ? Déjà, qu'on ne stigmatise pas notre profession. Déjà, nous sommes les restaurants, nous avons un protocole sanitaire très strict qui a été confirmé par la DGS. Nous le mettons en place et il n'y a pas de crainte chez nous. Très peu de clusters. Peut-être que ceux qui ne mettent pas en place ce protocole sanitaire correctement sont peut-être responsables. Ce n'est pas à nous, dans ces cas-là, de punir. Bon, décidément, la liaison est un petit peu compliquée. Est-ce qu'on va vous retrouver dans quelques Excusez-moi, il y a secondes ? beaucoup d'appels ce soir. Ne touchez Et pas oui, votre donc ordinateur. malheureusement... Voilà ce qu'on me dit en régie. Ne touchez pas votre ordinateur. Ouais, non, c'est des appels téléphoniques, beaucoup d'appels ce soir d'adhérents, de collègues qui sont très inquiets. D'accord. Donc c'est pour ça, malheureusement, on est très inquiets, on a peur d'une fermeture sur Paris. Vous comprenez bien, une fermeture sur Paris, ça veut dire déjà on n'a jamais été remboursé du stock qui a été perdu lors des fermetures en 24 heures. Le chômage partiel n'est pas une réponse pour nous, bien évidemment, ça protège nos salariés, ça ne protège pas nos entreprises. Donc c'est très bien pour nos salariés, nous, entrepreneurs, on n'est pas protégés, nos entreprises ne sont pas protégées, donc on a plein de problèmes. Pourquoi avez-vous le sentiment d'être plus stigmatisé que les autres ? Je pense aux salles de sport qui, elles aussi, ont été obligées de fermer et tous les professeurs particuliers qui donnent des cours à droite à gauche dans des salles, eux aussi doivent s'arrêter. Je pense aux discothèques qui sont fermées, qui n'ont même pas rouvert. Et d'ailleurs, pourquoi le gouvernement vous viserait-vous plus que d'autres ? Pourquoi seriez-vous stigmatisé ? Alors, quand je parle de notre profession, je parle aussi des discothèques et des traiteurs, de tout ce qui est événementiel, qui est lié à notre univers, l'hôtellerie, la restauration. Discothèques et traiteurs sont touchés parce qu'on peut nous accuser d'être responsables de beaucoup de choses. Je ne pense pas que notre profession soit pointée du doigt spécialement. Pourquoi ? Parce que c'est nous qu'on avait fait fermer en 24 heures, alors que c'était très compliqué pour ça. C'est nous tout de suite qu'on pointe du doigt. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très dur à vivre. Faut pas oublier que les assurances n'ont pas vraiment joué le jeu. Si on peut dire qu'elles ont joué le jeu, mais vraiment pas du tout. On se retrouve avec des dettes et peu d'aides. Donc, on s'est endetté, nous, personnellement, pour sauver nos entreprises. On n'a pas de salaire puisqu'on n'a pas d'activité partielle en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est très compliqué. On a l'impression que c'est nous qu'on visons. Une dernière question et je donne la parole à nos invités en plateau, ce qui ne vous empêchera pas de réagir évidemment. Vous avez entendu l'appel du chef Philippe Etchebest, il appelle tous les restaurateurs en colère à une action symbolique vendredi à 11h45 à se poster devant son établissement avec un brassard noir. Vous serez au rendez-vous? Ça vous semble un petit peu anecdotique, trop symbolique? Il faut plus que ça? Malheureusement, c'est très compliqué. Oui, c'est un symbole, comme a dit le chef Etchebest. C'est un symbole, donc c'est très beau, c'est pas violent, c'est pas contre l'État. C'est un symbole pour montrer qu'on est présent, qu'on est en train de mourir. Notre profession meurt. Ce qui est assez marrant, c'est parce que quand on y réfléchit, on était l'un des moteurs du PIB français, avec à la clé quand même une image internationale. On voulait sauver cette image, on est en train de la tuer. Que ce soit la restauration comme le Chef Étoilé ou la petite crêperie du quartier, le petit bistrot, on est en train de nous tuer. Donc cette image est très forte. Aller plus loin, c'est difficile de motiver une profession parce que nous, malheureusement, on doit être derrière nos affaires, on n'a pas de chômage encore une fois. Donc si on veut de l'argent, on doit être derrière nos bistrots. C'est très dur de manifester. Et donc on est assez pris en étau. Romain Vidal, vous restez avec nous, on va poursuivre cette discussion. Oui. Erwan Tison, je vous ai vu réagir au moment où monsieur a parlé du problème des assurances qui n'auraient pas joué le jeu. C'est vrai, il y a eu un problème aussi de ce côté-là? Oui, et puis parce que la plupart des assureurs vous disiez il n'y avait pas de clause prévue dans les contrats signés ex ante, donc du coup il n'y a pas de raison d'indemniser pour ça. Mais ça a été le cas aussi pour beaucoup de salles de spectacle, ça a été le cas pour beaucoup de choses. Moi je trouve que ce qui est en train de se passer sur Restaurateur, c'est terrible pour eux parce qu'effectivement, j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec justement un bistrot en bas de chez nous, en bas de chez moi, un des restos comme on a tous, qu'on adore aller manger une blanquette de veau là-bas. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait moi j'ai dû passer de 60 à 40 couverts à cause de la distanciation sociale. J'ai investi des centaines d'euros dans du plexiglas, je respecte certaines heures, etc. Et on me dit de fermer ou en tout cas on me dit de restreindre. Donc je pense que ce qu'il y a, c'est que là c'est un problème de dialogue, un problème de pédagogie peut-être entre le gouvernement et les restaurateurs, parce que la principale chose que disent les restaurateurs, c'est je ne comprends pas qu'est-ce qui motive ce choix-là. Il n'y a pas d'études concrètes, il n'y a pas justement de choses qui montrent
que les restaurants sont des foyers épidémiologiques. Alors si c'est le cas, pourquoi punir justement ceux qui respectent les règles, et dans ce cas peut-être durcir les contrôles sur ceux qui ne le font pas? Parce que le problème, c'est que outre tout ce qu'on est en train de perdre en termes de chiffre d'affaires et de rémunération à un restaurant, ce qui perd aussi, c'est toute la valeur immatérielle, parce que du coup cette habitude qu'on avait là, on la perd, ou alors on va la prendre chez un autre restaurateur, et donc du coup c'est de la confiance et c'est du lien entre le client et un commerçant qui est en train de se perdre. Là-dessus, la force publique peut aider, il y a les aides, mais il y a aussi toute la logistique. La mairie de Cannes, par exemple, a mis en place une coopérative de livraison de repas à domicile pour permettre justement aux restaurateurs de continuer à produire, de continuer à livrer, et la mairie justement a mis en place, avec des coursiers sous forme d'une coopérative, des livraisons directement à domicile. Ça peut être des solutions à mettre en place, en plus des différents plans de soutien et des différents fonds de garantie. Éric Heyer, c'est tout un pan de notre économie qui est en train de hurler, là, de crier sa détresse, et pourtant il y a des aides, et on a l'impression que ça suffit pas, ça suffit jamais. Alors, il faut rappeler, c'est une épidémie, et le remède principal, c'est la distanciation sociale. Donc, il faut restreindre et les mobilités et les rassemblements. Donc, c'est dramatique, mais c'est un peu, tant qu'on n'a pas trouvé de vaccin ou de remède, c'est un peu la seule façon qu'on ait pour limiter finalement cette pandémie. Alors ensuite, ça veut dire que bien sûr que les restaurateurs sont en première ligne, et puisqu'on a un excédent lié à notre tourisme, pour une fois on en a un, et c'est avec le tourisme, bon ben voilà, effectivement les touristes ne viennent pas, on va moins manger, donc c'était normal, et ce qui n'a pas été consommé à un moment donné ne le sera pas un peu plus tard, contrairement à l'industrie où on peut très bien retarder, se rattraper à ne pas acheter tout de suite sa voiture et l'acheter un peu plus tard. Donc c'est vrai que c'est un drame, et c'est pour ça qu'il me semble que l'activité partielle, qui était une très bonne mesure, il fallait prendre ces mesures-là d'activité partielle. C'est pas la seule mesure, et quand tout à l'heure on parlait de quelle était la bonne politique de l'offre qu'il fallait faire là, et au lieu de regarder à moyen terme, à court terme, il fallait faire une sorte de activité partielle pour le capital. C'est-à-dire que dans les coûts des entreprises, il y a certes le coût du travail, donc là ça a été pris en charge par les finances publiques avec le chômage partiel, mais vous avez d'autres coûts, les coûts fixes qui sont liés, le restaurateur doit louer sans doute son local, etc., ses charges, ses factures, à acheter des équipements, et donc tout ça a un coût, et là aussi, il faudrait dire, puisqu'on vous empêche d'ouvrir, eh ben on prend à notre charge, nous la collectivité, donc nous les finances publiques, au lieu de prendre que le coût du travail. Il fallait aussi prendre le coût du capital, et ça c'est des éléments de très court terme, c'est des mesures d'offre de très court terme qui permettraient d'annuler les faillites potentielles et de garder ce tissu productif qui est extrêmement important, de garder ces hôtels, ces restaurants et d'autres. Je n'ai pas bien compris moi cela. Pourquoi on a fait que le chômage partiel, et ensuite on est passé sur du très long terme, des investissements qui n'auront des conséquences que dans 5 ans. On ne pense pas au très court terme du côté de l'offre. C'est dommage. C'est ces fameux 50 milliards qu'il aurait fallu quelque part compenser, parce que c'est bien une décision de l'État, et si l'État l'a pris, cette décision, je pense qu'elle a eu raison de prendre cette décision-là, c'est pour des raisons sanitaires et avec des plus grands perdants que d'autres. Et ce sera la conclusion de ce match des idées. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match sur ce plateau, et merci à Romain Vidal d'avoir été avec nous et de nous avoir fait part de son témoignage. Merci infiniment. Fin de cette émission.